disais donc qu'on était rendu au 5e jour de notre semaine culturelle et que le thème de ce soir, c'était comment accompagner efficacement son enfant dans sa réussite et son épanouissement social. Et Camden François suivra et M. Simo Serge. L'agenda, il y aura la réussite, puis suivra le facteur de réussite scolaire, l'accompagnement de l'enfant jusqu'au baccalauréat, le choix des filières dans le supérieur, les exigences de l'insertion professionnelle proprement dite, comment définir insertion, quel est le but de l'insertion sociale et professionnelle, comment se réalise l'intégration sociale d'un individu, l'apport du travail dans l'intégration sociale, et puis on conclura. D'abord, on commence par la réussite. 2 points vont focaliser notre attention. La réussite scolaire et puis la réussite ou l'épanouissement social. D'abord, la réussite scolaire, c'est quoi? La réussite scolaire, c'est synonyme avec succès d'un parcours scolaire, c'est-à-dire l'atteinte d'objectifs d'apprentissage et la maîtrise des savoirs. Les résultats scolaires aussi et l'obtention d'une reconnaissance des acquis, diplômes, certificats, attestations d'études, sont autant d'indicateurs de réussite scolaire. Les facteurs de réussite scolaire, il y a d'abord l'environnement social. Selon le milieu social, l'enfant ne sera pas stimulé de la même façon. Un enfant qui naît dans une famille aisée aura plus accès aux livres, à des voyages, à des visites et à des échanges contenant du vocabulaire élaboré. Tous ces éléments apportent une culture à l'enfant qui est proche de la culture scolaire. Donc, l'enfant baignant dans cette culture naturelle, depuis sa naissance, évoluera dans un environnement connu et maîtrisé à l'école. À l'inverse, un enfant qui naît dans une famille pauvre évolue plus souvent dans un environnement où il y a des problèmes liés à l'argent, des problèmes familiaux compliqués aux apprentissages. Dans un environnement où chacun essaye de survivre, l'enfant doit se battre pour être à l'aise dans la culture scolaire qui est si loin de celle de la maison. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens ou qu'on a une vie difficile que notre enfant vivra forcément l'échec. Mais ces facteurs environnementaux expliquent pourquoi une grande partie des élèves des milieux sociaux défavorisés sont plus en situation d'échec que les élèves de familles aisées. Un autre facteur de réussite scolaire, c'est les stratégies de l'élève, de l'enfant. Chaque personne élabore ses propres stratégies pour s'intéresser à un sujet, pour apprendre, pour travailler ou pour créer. Certaines stratégies sont meilleures que d'autres et certaines personnes arrivent naturellement à mettre en place de très bons fonctionnements quand d'autres ont besoin qu'on les guide, qu'on les propose plusieurs façons de faire à tester avant qu'ils ne choisissent celle qui leur correspond. Il y a 2 facteurs qui sont nécessaires. Parfois, le but utilitaire. L'enfant étudie parce qu'on lui a proposé des vacances à l'étranger. Il y a l'engagement désintéressé. C'est ce qu'on encourage le plus. L'enfant étudie naturellement. Le 3e facteur, c'est l'intelligence. On a tous quelque chose d'inné qui nous permet de réfléchir, d'observer, d'élaborer des théories, de tester, d'avancer, d'échouer, de recommencer en fonction des expériences. Vient ensuite la motivation. La motivation peut être extrinsèque, c'est-à-dire elle vient d'une personne extérieure. Ça peut être un professeur passionné, ça peut être un parent attentionné, ça peut être un ami avec qui on aime travailler ou un élément extérieur qui nous motive. Il y a ensuite la motivation intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. C'est notre décision et elle ne dépend pas des éléments extérieurs. Elle est beaucoup plus forte parce qu'elle part d'une conviction. Si on arrive à aider un enfant à trouver ses propres motivations intrinsèques, alors on lui offre une voie royale pour la réussite dans ses apprentissages. Il y a ensuite l'estime de soi. L'estime de soi est un trésor qui me permet de me dire que je suis capable
et qui nous permet de connaître nos forces et nos faiblesses. On peut développer l'estime de soi en ne le rabaissant pas, en soulignant ses réussites, en favorisant un climat d'amour et de confiance et en croyant en lui. Enfin, dernier facteur, nous avons le type d'éducation. Communément chez nous, il faut choisir entre le système anglophone et le système francophone. Et le premier nous semble de plus en plus recommandé et plus recommandable parce que plus tourné vers la spécialisation et la pratique. C'était là quelques éléments que je devais développer en ce qui me concerne. Et je vais passer la parole à M. Camden François pour continuer avec l'accompagnement de l'enfant du primaire jusqu'au baccalauréat. Je vous remercie. Suggérer avant de prendre place, comme on le fait à l'habitude, d'applaudir pour mon illustre prédécesseur. Au moment où je prends la parole, j'ai même l'impression que je ne serai pas aussi convaincant que lui. Mais je suis convaincu que si j'ai été retenu pour dire un mot relativement à l'accompagnement de l'enfant jusqu'au baccalauréat, c'est sans doute parce que vous êtes aguerri pour avoir des yeux et des oreilles pour me suivre. En ce moment glorieux des festivités liées à notre 30e anniversaire, c'est ça? Bien. Maintenant, lorsqu'on parle de l'accompagnement de l'enfant jusqu'au baccalauréat, cela signifie à peu près au moins 4 choses. L'enfant qui naît n'a pas choisi de venir à la vie et devrait, par les soins de ses parents, recevoir une alimentation équilibrée en vue d'une croissance. Je voudrais indiquer très rapidement que le développement psychomoteur, le développement de l'affection même de l'enfant dépend énormément de son alimentation qui devrait respecter, comme le pensent les biologistes, une équilibration soutenue. Il faut donc que nous fassions un effort pour bien nourrir nos enfants et nous assurer que les calories qu'ils prennent au travers de cette nutrition contribuent à son développement psychomoteur et à ses neurones. Puis vient en ce moment une autre forme d'encadrement, à savoir l'encadrement psycho-affectif. L'enfant a besoin de l'affection pour pouvoir grandir, car abandonné à lui seul à la naissance, il est voué à la mort et à la disparition. Peut-être le lapin, peut-être le petit poisson, ou si l'on préfère, le cabri peut vivre sans la présence physique de ses parents, parce que la nature a fait en sorte que l'homme, malheureusement, parmi les animaux, soit le plus faible, parce qu'à la naissance, il est à lui-même, il est voué à une mort certaine. Il faut donc nécessairement la présence de ses parents, physiquement et psychologiquement. Physiquement, non seulement pour le faire grandir, comme on a vu tout à l'heure, parce que tout seul, il ne peut pas marcher, il ne peut pas, mais aussi, il faut l'assister et le sécuriser du point de vue matériel. Quand il pleure, il faut songer à aller lui faire le câlin nécessaire pour sa croissance psycho-affective. Voilà, me semble-t-il, le deuxième point nécessaire pour l'accompagnement de l'enfant jusqu'au baccalauréat.
Il faudrait ensuite un encadrement pédagogique. Alors là, il est allé à l'école et il doit assimiler les enseignements qui sont des syllabus ou des programmes, comme on dit dans la langue française. Et ces programmes d'enseignement tiennent compte du développement psychologique, du développement biologique de l'enfant. C'est pour cela que l'enfant ne peut pas commencer l'école au cours moyen. Il devrait la commencer en classe de prématernelle. À mesure qu'il avance dans l'école, les programmes s'adaptent, n'est-ce pas, à sa maturation biopsychologique et j'ajouterais biopsychomoteur. C'est pour cela que vous devriez absolument interpeller pour qu'il puisse contribuer de façon décisive à l'assimilation des enseignements qui doivent lui être dispensés. Ces professeurs, son surveillant général, ou son préfet, son proviseur, ou son directeur, ou son principal du collège, doit être sollicité pour que l'encadrement de cet enfant soit optimal. D'où la nécessité pour les parents de solliciter l'appui des encadreurs au travers, par exemple, des cours d'appui, des répétitions, bref, tout ce qui peut pousser l'enfant à maîtriser les programmes d'enseignement. Il faudrait enfin, relativement aux divers encadrements, un encadrement moral. Ici, on pense surtout à nos mœurs, à notre religion. Alors, est-ce que tout le monde nous entend, s'il vous plaît? Parce qu'il y a beaucoup de plaintes de... Est-ce qu'on nous entend, s'il vous plaît? Alors, il est question que vous nous rassuriez que vous êtes en train de nous entendre. C'est bon, allons-y. Non, tout le monde peut-il m'entendre à présent? Bien, voilà. Maintenant, je me résume pour dire que nous sommes en train de parler de l'encadrement de l'enfant. Et cet encadrement a été indiqué plus haut au travers de 3 grands moments logiques, à savoir l'encadrement biologique, l'encadrement psycho-affectif, l'encadrement pédagogique, et c'est là où j'en étais pour dire que nous devons interpeller les divers encadreurs de nos enfants pour nous rassurer que les enseignements qu'il reçoit sont maîtrisés. Est-ce qu'il a fait ses devoirs? Est-ce qu'à l'école, on a vérifié si effectivement, si ce n'est pas le cas, il faut l'y pousser. Est-ce qu'il a besoin de cours d'appui, de répétitions pour pouvoir augmenter le capital de sa réception relativement à la pédagogie? Enfin, sur ce point, il y a un encadrement moral nécessaire. Ici, c'est le domaine des mœurs, de nos religions, de nos croyances et de nos coutumes. Nous n'allons pas encadrer un enfant comme s'il allait vivre sur Mars ou sur Pluton. Il doit vivre avec nous en rapport avec nos mœurs, nos traditions. N'est pas le dernier parce que notre religion, c'est d'abord celle de nos ancêtres, même si les religions d'importation aujourd'hui semblent prendre le dessus sur ces religions, on ne peut pas nous passer, n'est-ce pas, de ce qui est fondamental par rapport à nos coutumes et nos traditions. Voilà, me semble-t-il, les éléments nécessaires qui devraient conduire notre enfant à la réussite au baccalauréat. Nous sommes là dans les enseignements secondaires. Maintenant, l'enfant qui passe son baccalauréat doit migrer vers l'enseignement supérieur. Ici, les choses commencent à se compliquer parce que, malheureusement, on voit certains d'entre eux qui, après la réussite au bac, traînent des guettes pendant 1 année ou 2 à se demander quelle est la filière à l'université qu'ils devraient embrasser. Ici, il devient urgent, très urgent même, de solliciter l'avis de l'enfant, lui demandant ce qu'il croit devoir faire dans la vie
pour gagner son pain et s'épanouir socialement. Il faut le solliciter. Et lorsqu'on l'a sollicité, il faudrait se rendre compte que cette sollicitation n'est pas naïve. Quelles sont les structures susceptibles de l'accueillir dans l'enseignement supérieur pour une formation solide? Il a eu son bac D, bac C, bref, un bac. Il veut être médecin, il veut être autre chose. Qu'est-ce qui, à l'université, dans l'enseignement supérieur, devrait, comme structure scolaire et ou universitaire, lui être directement utile pour acquérir des compétences à ce niveau? Il faudrait déceler cela. Toujours s'interroger sur les structures d'un tel choix. Est-ce que l'enfant qui a choisi d'aller à Polytechnique, au CUS, ou si l'on préfère, à l'école normale supérieure, en avait véritablement les aptitudes? Et s'il les avait, la société, au travers de ces structures, devrait mettre à sa disposition les éléments qui le conduiront à cerner l'intérêt qu'il y a pour lui à se retrouver dans ce domaine, dans l'enseignement supérieur. Bon, venons-en maintenant à l'idée qu'une fois admis dans une structure dans l'enseignement supérieur, l'élève ou le nouveau étudiant, si vous voulez, doit faire des stages pré-emploi, qu'il soit payé ou non. Ceci le conduirait à se familiariser avec le monde socio-professionnel. Il devrait donc faire des visites fréquentes dans les entreprises, assister aux séminaires concernant surtout et surtout l'entrepreneuriat. Je parle de l'entrepreneuriat pour dire qu'aujourd'hui, il est devenu presque difficile de compter sur la fonction publique, comme on dit ici au Cameroun et par extension en Afrique, pour avoir un poste. Il faut savoir que l'acquisition des compétences dans les universités nous devient à nous auto-employer ou, si vous voulez, à mettre sur pied une structure que nous créerons pour pouvoir nous développer et réussir dans la société. Il faut donc s'informer sur le domaine dans lequel on se retrouve et son évolution permanente grâce au TIC. On commençait cet entretien ce soir en saluant l'initiative heureuse qui a fait que les distances disparaissent entre nous. Vous êtes à Paris, vous êtes en Chine, vous êtes à Bafoussam, vous êtes ici à Grandola. On se parle, on se comprend. Cela signifie très bien que les TIC devraient aider l'enfant dans son domaine à devenir plus performant. Il doit donc, par conséquent, fréquenter les chefs d'entreprise et assister à leurs conférences, acquérir des aptitudes susceptibles de l'amener à créer donc un emploi pour lui et pour les autres. Bon, naturellement, tout ceci a un lien avec les besoins de son environnement et il doit donc être opportuniste pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, la signification du projet dans lequel il doit se mettre en rapport avec son environnement et en rapport avec ses compétences. Bon, ça, c'est pour ce qui est du choix des filières à l'université ou si on préfère dans l'enseignement supérieur. Bon, maintenant, et là, je vais finir par là, les exigences de l'insertion professionnelle proprement dite. Lorsque l'enfant a déjà pu acquérir des compétences, qu'est-ce qu'il lui faudra pour rentrer dans le domaine de l'activité sociale au point d'y trouver son compte et de trouver son bonheur? Naturellement, il y a la voie des concours, et quand on parle au concours, on pense à ceux qui existent. Il y a des concours dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de certaines exigences par rapport à ce que l'employeur veut. Il peut vouloir que vous passiez par un concours pour intégrer un milieu socio-professionnel. Ça, c'est la première voie, mais elle n'est pas la seule. Il y a des voies directes qui, après que vous ayez pu acquérir compétence, vous déposez votre demande d'emploi dans une structure qui vous accueillera. Mais ici, il ne faudrait pas, dans l'hypothèse où on vous y a retenu, en rester à la rémunération. La rémunération doit être un prétexte pour multiplier les sources de revenus. Le salaire, vous le savez, ne peut pas résoudre le problème d'un individu dans la société pour son épanouissement. Il faut multiplier donc les sources, n'est-ce pas, de revenus pour s'épanouir. Vers la fin, pratiquement, ne vous en plaignez plus. L'emploi
doit être pour notre fils un prétexte pour mieux se former et devenir autonome comme patron. Nous devons devenir des patrons. Et non, comme on dit, continuer à dire oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, ça devrait sortir de la tête de nos enfants, le oui, monsieur, oui, patron, ce diable-là. Et par conséquent, nous, les parents que nous sommes, nous devons, ça devient un impératif catégorique, par tout le moins, chercher les moyens, y compris relationnels, pour insérer notre enfant dans le milieu de l'emploi, dont je milite depuis mon propos, pour la plaidoirie, je plaide pour un emploi décent de nos enfants, et les parents doivent s'y mettre par les bras parce que au moment où ils cherchent encore l'emploi, nos enfants sont fragiles et nous pouvons utiliser les divers réseaux que nous avons dans la famille, à l'école. J'ai un frère qui travaille à Pékin, j'ai un oncle qui travaille. Vraiment, tous les moyens devraient être utilisés pour que l'enfant puisse avoir un emploi. Voilà, me semble-t-il, l'essentiel de mon propos. Et je passe à présent la parole à Simon Serge pour qu'il fasse un briefing et éventuellement nous dise en quoi consiste donc finalement l'insertion professionnelle. Je lui passe dans la parole et merci d'applaudir pour moi dans vos cœurs. Merci François, merci Alexis pour la première partie de notre exposé. Alexis a donné une description, une définition de ce qu'on appelle une réussite scolaire. Et on peut bien aussi se demander ce que c'est qu'une réussite sociale, qu'est-ce que c'est qu'une insertion sociale. Et donc l'insertion sociale couvre l'ensemble des rapports de la personne avec son environnement social. On va dire être inséré signifie avoir une place, être assuré de position sociale différenciée et reconnue. Donc on parle de son rôle dans la société, etc., des relations qu'on a, que les autres ont par rapport à nous. Et donc, ça nous amène à nous interroger sur qu'est-ce que c'est que l'insertion professionnelle. Parce que nous pensons que un élément essentiel pour son insertion sociale est son insertion professionnelle. Et donc, d'après Larousse, c'est un processus qui permet à un individu ou à un groupe d'individus d'entrer sur le marché du travail dans des conditions favorables à l'obtention d'un emploi. Ça, c'est la définition que nous donne Larousse. Quel est le but de l'insertion sociale et professionnelle? En réalité, ça permet à nos enfants d'avoir une autonomie et une confiance en eux. J'ai dit et je voudrais insister notamment par le travail, parce que c'est une pièce essentielle. L'accès à un logement. Vous voyez, si on a accès à un travail, on est à l'abri d'un certain nombre de besoins. On peut être en sécurité. La création d'un lien social. Et pour cela, on a un certain nombre de piliers sur lesquels on doit compter. Alexis et François ont suffisamment insisté dessus. L'éducation. L'éducation est un aspect fondamental parce que ça permet d'édifier l'homme, ça permet de construire l'homme. En réalité, ça lui permet d'accumuler un certain bagage qui lui permettront de faire face à la réalité quotidienne. Le logement, il est difficilement envisageable d'avoir un homme dans la société sans abri. Donc, c'est une composante essentielle. Évidemment, je ne vais jamais insister assez, l'emploi, parce que finalement, l'emploi nous permet d'avoir des moyens qui vont nous aider à satisfaire un certain nombre de besoins. Besoin de sécurité, besoin de santé. Parce que finalement, si on ne peut pas subvenir à ces besoins de santé, il y a de fortes chances qu'on ne se retrouve pas et qu'on soit malheureux dans la société. On a l'implication dans les activités sociales. En tout cas, les liens sociaux offrent protection et reconnaissance. Et on va aller vers la reconnaissance parce qu'on aura dépassé les besoins vitaux, les besoins primaires. Parce que, vous savez, si j'ai faim,
vous venez me parler de stratégie, vous venez me parler de projet, je ne vais pas écouter. Tout ce que je vais écouter, c'est mon ventre. Donc, parce qu'on a accès à un emploi, on pourra au moins satisfaire ses besoins primaires et ensuite on pourrait penser projet fondamental. Et donc, comment se réalise l'intégration sociale d'un individu? Nous avons là regroupé deux étapes essentielles. La famille d'abord. Parce que la famille est le lieu d'apprentissage des rôles sociaux. C'est au sein de la famille que l'enfant apprend inconsciemment ou consciemment le comportement qu'il devra suivre dans la société. Comment il le fait? En observant celui de ses parents. Gardons à l'esprit que nos parents, nos enfants sont quelque part le reflet de nous, quelque part une copie de nous. Si nous sommes des parents qui grondent, il y a de fortes chances que les enfants demain aussi aient la propension à gronder. Si nous sommes des parents très doux, il y a de fortes chances aussi que les enfants soient doux. Si nous sommes des parents un peu lents, il y a de fortes chances aussi que nos enfants soient aussi lents. Si nous sommes des parents vifs, il y a de fortes chances que nos enfants soient aussi vifs. Si nous sommes des parents curieux, il y a de fortes chances que nos enfants soient aussi curieux. Je préfère dire fortes chances parce que ce n'est pas... il y a toujours d'autres éventualités parce que sinon, on ne retrouverait pas dans une famille, par exemple, démunie, subitement un enfant qui vient et qui en est un milliardaire, qui en sort un milliardaire. Nous avons aussi l'intégration, on peut dire que l'intégration a pour but d'accompagner l'enfant vers l'autonomie et lui permettre d'atteindre ses objectifs individuels. Imaginez-vous que vous conduisez l'enfant dès la maternelle à l'université, comme a indiqué François. Mais à l'université, vous avez toujours besoin de venir le pousser. C'est dommage. Parce qu'en réalité, à l'université, on est déjà dans la vie active. On devrait évoluer vers son autonomie. On devrait idéalement pouvoir aller fonder aussi sa famille. On devrait pouvoir aisément interagir avec les autres. C'est pourquoi il s'agit d'une phase qui demande du temps et qui doit être construite sur du long terme. Nous devons être disponibles. Nous devons multiplier les occasions d'échange avec nos enfants. Nous devons partager nos expériences. Nous devons les amener à aller découvrir d'autres environnements. Je ne vais jamais suffisamment insister sur le fait, sur l'apport du travail. Devrait occuper une place centrale dans l'intégration sociale des individus parce qu'il leur procure un revenu et une identité sociale liée à la place qu'ils occupent dans le processus de production. Et donc, ça contribue naturellement à assurer une certaine cohésion sociale. Après qu'on se soit éparpillé un peu dans quelques définitions et des concepts même abstraits, je voudrais pouvoir revenir en guise de conclusion de la première partie de notre exposé, dire de façon ramassée un certain nombre de choses qui découlent non seulement de ce qui a été exposé précédemment, mais aussi de certaines expériences qui, notre foi, devraient nous permettre de faciliter l'insertion sociale réussie de nos enfants. Première chose, bien écouter l'enfant pour déceler ses aptitudes et bien l'orienter sur le plan académique. Bien écouter l'enfant pour déceler ses aptitudes et bien l'orienter sur le plan académique. François a suffisamment insisté dessus. Amener les enfants à apprendre à aller à la découverte de ce qui les intéresse et à développer des compétences approfondies. On doit les laisser vivre leur passion. Parce que tout ce qui se fait avec passion, très souvent, produit des résultats extraordinaires. Nous devons accompagner l'enfant dans son cursus scolaire.
au travers de bonnes écoles. Notre rôle en tant que parents, autant que nous pouvons, nous devons orienter nos enfants vers de bonnes écoles. Nous ne devons pas inscrire notre enfant dans une école, pourtant nous connaissons les performances de ce milieu. Nous connaissons le succès ou alors les résultats de ceux qui sont passés par là. Nous connaissons le taux d'insertion des élèves qui sont passés par cette école-là. En général, allons vers ce qui nous tire vers le haut. Nous devons encourager l'enfant à la spiritualité. J'en suis convaincu personnellement, et parce que je pense aussi que l'un des aspects essentiels dans l'insertion sociale, c'est la personnalité de l'enfant. Je vais là évoquer un concept. On dit souvent, tel a une personnalité forte. Il est souhaitable que nos enfants aient des personnalités fortes. C'est pourquoi quand on a un enfant têtu, on ne devrait pas, de façon extrême, s'en offusquer. Parce que c'est bien aussi d'avoir un enfant têtu. C'est bien d'avoir un enfant qui passe par le temps à dire oui, oui à tout ce qu'il voit. Parce que s'il passe son temps à dire oui à tout ce qu'il voit, il sera ce qu'on appelle un suiveur et non un leader. Et le suiveur, si malheureusement il est derrière un leader qui n'a pas des objectifs qui nous honorent, malheureusement l'enfant sera égaré. Nous devons amener les enfants à apprendre à aller vers les autres. Nous parlons d'insertion sociale. Si nous ne pouvons pas échanger avec les autres, on va difficilement nous intégrer socialement. Donc nos enfants doivent aller vers les autres. Et c'est une clé essentielle parce que demain, même dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, s'il ne peut pas échanger avec les autres, il aura du mal à faire valoir ses compétences. Il aura du mal à se vendre. Nous devons impliquer les enfants très tôt et régulièrement dans des activités pratiques, voire professionnelles. Je vais parler de la maison. C'est une mode d'avoir des garçons de maison ou bien des femmes de maison, j'allais dire des dames de ménage. C'est bien, mais c'est aussi un gros risque pour nos enfants. Parce que on peut se retrouver dans une situation où l'enfant est à l'âge de l'université, mais il ne sait pas faire les petites choses domestiques. Il ne sait pas laver le sol, il ne sait pas faire la vaisselle, il ne sait même pas laver ses vêtements, il ne sait pas changer une ampoule, il ne sait pas changer un pneu crevé. Des fois même, il ne sait même pas comment on ouvre une porte. C'est paradoxal. Donc, nous devons au maximum impliquer nos enfants dans les activités quotidiennes. Si nous sommes entrepreneurs, nous devons aussi très tôt encourager nos enfants à nous suivre, à venir voir ce que nous faisons. Et là, il va copier, il aura tendance à pouvoir repliquer ce que nous faisons. Et parce qu'il a fait tôt, il pourra même très rapidement découvrir nos tares, nos lacunes et nous faire des suggestions. Et là, il sera une force de proposition et on aura gagné. On aura gagné parce que c'est quelqu'un qui va aisément rentrer dans la vie active. Alors, ce faisant, on peut rencontrer des difficultés et très rapidement avoir tendance à être trop critique vis-à-vis de l'enfant. Si on est extrêmement critique, ça peut l'enfoncer. Nous devons valoriser l'enfant. Nous devons amplifier la moindre chose qu'il fait bien. Parce qu'en s'appuyant sur cela, ça va lui donner l'énergie nécessaire pour faire face aux difficultés. Parce que j'imagine, vous conviendrez avec moi, qu'il y a plein de difficultés dans la vie. La vie est faite d'embûches. Mais l'enfant qui sait que s'il a un mur devant lui, plutôt que de se lamenter devant le mur, il côtoie le mur, il va certainement trouver une porte et une issue de sortie. Il est important en tant que parent de ne pas chercher à se réaliser à travers ses enfants. J'ai rêvé d'être médecin, je n'ai pas pu, mon enfant doit être médecin. J'ai rêvé d'être ingénieur, je n'ai pas pu, mon enfant doit absolument être ingénieur, etc. Non, on a dit bien écouter son enfant pour déceler ses aptitudes,
il faudrait découvrir très tôt, idéalement, ce qui fait l'objet de ses passions, l'encourager à développer cela. C'est fondamental. Nous devons les encourager à choisir leur destin. Nous devons les encourager à choisir leur destin. Voilà ainsi terminé la première partie de notre exposé. Il a été un peu plus long que d'habitude. Nous allons entrer dans la seconde phase, qui est celle d'échange d'expériences, qui est celle des questions éventuellement, et même de contributions. Et donc pour cela, nous allons ouvrir les micros. Nous allons ouvrir le micro afin que tout le monde puisse intervenir. Un instant, je le fais. Alors, vous pouvez cliquer sur la main levée et sur la main levée, et on donnera la parole à qui veut bien la prendre. Comme ça peut. Vous levez la main et puis ici. Ah, c'est là-bas que j'ai coupé. Vous levez la main, la parole est à qui voudrait bien la prendre, s'il vous plaît. Et un instant, permettez-moi d'activer vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, et ceux qui ont des questions peuvent la poser, s'il vous plaît. Levez la main pour ceux qui veulent intervenir. Oui, Paul. Oui, bonjour à tous ceux qu'on n'a pas vu, que j'ai pas vu en début de réunion, qui sont arrivés en pleine séance. J'ai pas grand-chose à dire, mais tout simplement, je vais déjà tirer un coup de chapeau à Alexis, François et toi-même, Serge, pour ce brillant travail que vous avez fait. Franchement, c'est très édifiant. Personnellement, bon, je suis un vieux, et puis quand j'écoute tout ce que vous dites là, ben, on découvre des erreurs, même des erreurs qu'on a commises soi-même dans la vie, dans l'éducation, de l'encadrement de nos enfants. Et c'est vrai, comme tu as bien conclu en le disant, on a toujours tendance à vouloir peut-être faire porter à nos enfants ce que nous n'avons pas pu faire. Et souvent, ça les pousse à se braquer contre nous. Donc, franchement, j'ai écouté tout ce que vous avez dit et c'est très édifiant. On en tire beaucoup de leçons, on comprend beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas psychologue ou chacun connaît bien son domaine et franchement, vous avez montré que vous maîtrisiez le sujet. Et ça vraiment, ça aide. Ça contribue beaucoup pour moi personnellement, à comprendre pas mal de choses. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste, comme personne ne veut lever le bras, je voulais juste dire un peu ce que je pensais aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup et bravo. Merci, Paul. Je vais peut-être te retourner la parole parce que je pense que tu fais partie de ceux qui ont des grands enfants et qui ont pour le moment des enfants déjà dans la vie. Alors, qu'est-ce que tu penses qui a été l'un des éléments essentiels pour favoriser l'insertion des enfants chez toi dans la vie sociale? Je dis bien que, franchement, j'ai commis des erreurs, il faut l'avouer. Hein. Et on a toujours tendance, moi personnellement, on a toujours tendance à vouloir pousser l'enfant, même au-delà de ses capacités, à devenir ce qu'on n'a peut-être pas pu atteindre dans notre vie.
ou à réaliser nos rêves à nous. Et pourtant, c'est vraiment un... On tape à côté, hein, vraiment, en adoptant ce genre d'attitude. Ça pousse l'enfant à se braquer. Sinon, bon, en gros, tout ce que vous avez dit depuis le bas âge jusqu'au secondaire, franchement, ça, c'est des choses qu'on réalise des fois, même sans, sans réellement voir enfin, sans réellement comprendre pourquoi on le fait, mais le résultat après se présente, comme vous l'avez dit. J'ai élevé justement j'ai quatre gosses qui sont quasiment peut-être tous aujourd'hui dans la vie active. Bon, ça n'a pas été toujours facile. Et, et je me retrouve certainement en conflit avec certains qui estiment peut-être que je les ai obligés à faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Bon, peut-être au prix des efforts, ils y sont arrivés. Mais c'est toujours bien d'écouter l'enfant, comme vous avez dit. Vous avez vraiment bien insisté sur ce point-là. Il faut vraiment bien écouter l'enfant et l'aider plus dans le sens de ce que lui veut faire. Parce que quand il choisit lui-même de faire quelque chose, c'est parce il aime ce qu'il va faire et il a de la passion pour ça. Forcément, quand tu as de la passion pour quelque chose, tu donnes le maximum de toi, tu fais tous les efforts pour y arriver. Mais si tu le fais parce qu'on t'oblige, forcément, tu traînes toujours les pieds. Tu peux peut-être y arriver, mais sans motivation. Et puis, des fois, même après avoir réussi, si ce n'était pas vraiment son centre d'intérêt, il peut toujours encore abandonner ce projet plus tard. Quand les parents n'ont plus la même mise sur lui, il peut abandonner le projet et se retourner vers autre chose. Je vois venir, hein, si je le dis parce que je vois venir, même parmi mes propres enfants. Ok. Merci beaucoup, Paul. Merci. C'est enrichissant. Alors, on a Dr. Pokam qui a levé la main. Ouais, merci. Merci à tous. Je voudrais commencer par féliciter les trois exposants. J'ai nommé Alexis, le proviseur et Serge. J'ai envie de dire, comme Paul, que cet exposé aurait été présenté 20 ans avant, que ça nous aurait été très utile. Imaginez-vous que beaucoup parmi nous ont des enfants qui sont déjà à l'université. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été ratées déjà. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard. Je crois que maintenant, on a beaucoup d'enfants qui sont à la recherche d'un emploi, donc qui sont dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Je crois que nous n'allons pas cesser de les accompagner pour qu'ils puissent trouver une porte de sortie. Donc, une fois de plus, je remercie les exposants parce que c'était très enrichissant. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Alors, on passe la parole à Sylvie qui a levé la main. Oui. Bon, là, je vous avoue que les différents exposants nous ont assommés avec tout ce qui a été dit, vraiment. Et c'est vrai qu'en tant que pédagogue, je me suis un peu retrouvée dans tout ça. Mais il faut le dire que même en tant que pédagogue, on n'est pas très loin des erreurs. On n'est pas, parce que on chasse le naturel revient au galop. Bon, je voudrais revenir sur le développement, surtout le développement psychomoteur, psychique, émotionnel, parce que ça, c'est l'important. Et puis, docteur, c'est vrai que c'est un peu trop tard, mais c'est pas trop tard, c'est peut-être trop tard pour toi, mais c'est pas trop tard pour tes petits-fils. Parce que tu vas enseigner à ces enfants à enseigner à leurs enfants à profiter de tes erreurs.
Je crois que c'est toujours la bienvenue, quel que soit le temps. Bon, parlant du développement psychomoteur, je dis quand Alexis a parlé, je crois que c'est Alexis qui a exposé par rapport, il a parlé de la nutrition. Je crois bien s'il me trompe. La nutrition est très, très importante pour les enfants. Très, très. C'est rassurer que l'enfant ait pris un peu de bol le matin avant de sortir de la maison. Parce que si l'enfant n'est pas équilibré, si l'enfant n'a pas de l'énergie, il ne peut pas avoir l'esprit de rétention en classe. Son esprit ne peut pas être à ce moment où il faut, ou à l'heure où il faut, parce qu'il n'a pas mangé. Il faut toujours veiller. Prenons seulement l'exemple, nous-mêmes les grands, quand nous sortons de la maison sans manger. Enfin, il faut avouer que toute la journée, là, on est un peu perdu. Combien de fois pour les enfants qui ont besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'il faut avouer que ces enfants-là ont besoin de beaucoup d'énergie. Et nous sommes confrontés à ce genre de situation dans les écoles, les enfants qui viennent sans manger, et puis ils font des maladies passagères. C'est-à-dire que l'enfant chauffe pour un temps, mais dès que tu achètes un beignet ou bien un œuf, tu lui donnes, il mange. Et là, avec un paracétamol qui est en main, parce que tu lui as demandé à quelle heure il a mangé, il va te dire non, j'ai mangé hier en dormant ou bien hier à 15 heures quand je suis rentré. Il va te dire ça. Et là, maintenant, tu comprends qu'il avait faim. Tu donnes à manger pour pouvoir donner le paracétamol. Et à ce moment-là, dès que l'enfant mange, il boit un peu d'eau et le paracétamol reste dans ta main parce qu'il est en train de courir là-bas, il est déjà guéri. Je vous jure que c'est une situation, on est confronté à ça dans les écoles. Et parlant du développement émotionnel, c'est alors ce qui manque à beaucoup d'enfants. Je peux dire ici en Afrique, je ne sais pas. Je sais pas, et je ne peux pas dire ici en Afrique parce que je ne connais pas ce qui se passe là-bas en Europe. Mais en Afrique, nous les parents, on ne sait pas câliner les enfants. Apprenez à câliner les enfants. Même nos grands enfants, là, il n'est jamais trop tard. Même un enfant à 25 ans, il est là. Réclamez vos bisous. Donnez-leur des petits câlins. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux enfants. Oui, même tout le monde. Apprenez à vous câliner. Et apprendre à ces enfants à vous câliner aussi. Parce que ce n'est pas toujours vous qui allez vers les enfants. Vous allez apprendre aux enfants à venir vers vous. Ça fait du bien. Et aussi la motivation. Parce que le parent pense toujours que donner de l'argent à l'emporte-point comme ça à l'enfant, on donne de l'argent, oui, ton argent de transport c'est combien, et puis on donne sans contrôle. Ça, c'est mauvais. Tu peux donner peut-être un 10 000 à l'enfant parce que vous aviez un deal. Oui, tu as eu combien en telle matière? C'est surtout la matière qui le menace le plus. Tu fais un deal, tu dis, oh, tu sais qu'il n'atteint jamais, l'enfant n'atteint jamais, généralement, pas 12 de moyens. Ok, tu lui dis, si tu atteins les 12 de moyens, ok, tu as 500 francs. Et soyez rassurés, faites tout pour donner les 500 francs là que vous aviez promis si l'enfant atteint les 12 de moyens. Faites tout pour lui donner ça. Et ne regardez pas ce qu'il fait, mais contrôlez à distance ce qu'il fait de ces 500 francs. Je vous jure que nos enfants, en fait, les enfants sont essentiellement intéressés. Ces enfants-là, ils sont très, très intéressés. Vous allez voir que si vous le mettez à table comme ça, vous lui dites, OK, si à la fin d'année, tu as 11 de moyens ou bien 12 de moyens, quand tu sais qu'il atteint toujours très difficilement les 10 de moyens, tu dis, OK, si tu as 10 de moyens, tu as 1000 francs. Si tu as 11 de moyens, tu as 1500. Mais vous allez voir qu'il va faire des pieds et des mains pour avoir ces 11 de moyens parce que ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, il ne le fait pas pour lui, mais pour ces 1500 francs-là qu'il voudrait posséder.
vous allez prendre même l'exemple des tontons qui arrivent à la maison. Vous allez voir le tonton qui arrive à la maison, généralement qui garde, qui entre dans une maison avec peut-être des petits présents pour les enfants. Vous allez voir que ces enfants-là l'accueillent plus par rapport à celui qui ne garde pas des présents. Mais il est plus accueilli que celui qui n'a pas. On ne l'accueille pas parce que c'est lui, hein, on l'accueille parce qu'il garde des présents, généralement. Donc, c'est pour dire que les enfants sont essentiellement intéressés. Il faut souvent faire des deals aux enfants, pas des deals impossibles, des deals à votre mesure. Parce que on va même des deals, moi je prends l'exemple ici chez moi, j'allais même des deals de 25, hein, des deals de 100 francs. Et ça, il faut l'avouer, ça, parfois je me retrouvais même à 1000 francs et l'enfant va me réclamer, il va te dire que non, maman, mon argent 1000 francs. Mais j'avais le résultat. Oui, j'avais le résultat et je donne ces 1000 francs. Après, même, je l'arrête avec ces 1000 francs encore, je l'accompagne à Chopeyamo. Et on utilise encore ses propres 1000 francs, mais il est sûr, c'est sorti quand même de ses poches. Et il en est très content. Merci beaucoup. Et souvent, je voudrais, je ne sais pas terminer, s'il te plaît, éviter souvent des gros mots. Tu es un idiot, tu es un feignant, c'est pas bon pour le moral de l'enfant. C'est pas bon. Évitez souvent d'utiliser de ces gros mots. L'enfant peut faire ce qui est mauvais. Ok, tu es en colère, tu grondes l'enfant, mais ça sans toutefois. Et puis, à la fin, il faut toujours lui dire, ok, ça a été comme ça. Qu'est-ce que tu penses le lendemain pour ne plus refaire la même bêtise? Et c'est à l'enfant de te donner, de te dire ce qu'il devrait rectifier dans son comportement. Parce que quand la solution vient de l'enfant, il est facilement applicable que quand ça vient du parent. Parfois même des punitions, hein. Quand il faut donner la punition à l'enfant, quand la punition vient de l'enfant, c'est plus facilement applicable que quand ça vient du parent. Donc, je voudrais dire surtout, il faut vraiment veiller à ce que les enfants, c'est vrai qu'on a déjà les grands enfants, mais bon, il y a toujours des couples qui ont toujours les petits-enfants. Veiller à ce que les enfants mangent bien, parce qu'il va surtout du développement de leur développement psychomoteur. Veiller à ce que l'enfant je sais pas, ait de l'affection, que l'enfant reçoive beaucoup d'affection. Ok, merci beaucoup, Sylvie. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. On a suivi l'intervention qui est assez édifiante. L'affection, susciter la nutrition de l'enfant, susciter l'envie d'atteindre des objectifs chez les enfants, éventuellement en leur promotant certaines choses. Merci, c'est très important. Alors, je vois Bossis lève la main. Avant de lui passer la parole, je voudrais dire quelque chose d'essentiel. Hein. Docteur a dit qu'il aurait fallu faire cette présentation 20 à 25 ans aujourd'hui. Mais on doit dire, à chaque étape du développement d'un enfant, j'allais dire d'un être humain, correspond un challenge spécifique. Alors, si nous sommes dans une situation où aujourd'hui, la plupart des enfants sont en train de négocier leur véritable insertion, et souvenons-nous, c'est l'objet de notre exposé, leur véritable insertion dans la vie arctique, ça veut dire qu'il va falloir activer sur des canons qui conviennent à leur étape de développement. Par exemple, si l'enfant est à l'université, où il a achevé l'université, si on veut prendre une référence, un exemple sur nous, nous savons des choses que si nous avons à refaire aujourd'hui, nous ferons différemment. Il est malin pour ces choses-là de passer la connaissance à nos enfants. Je donne un exemple. Hein. Au début de ma carrière, j'avais beaucoup de propositions d'acquisition de terrains qui étaient à ma portée. Ça veut dire que pour la plupart, j'avais les moyens de les acheter au prix qui était vendu. Mais je refusais de les acheter parce que j'ai vécu 2, 3 expériences négatives. J'ai dit, je me suis braqué. Mais aujourd'hui, je regrette beaucoup. Mais alors, quand on va causer avec les enfants, on va leur dire,
anticiper sur certaines choses. Si vous pouvez acquérir, il faut les acquérir, mais entourez-vous de certaines précautions. Donc, nous devons être comme leurs conseillers. Et je peux vous assurer, vous serez surpris de constater qu'ils seront aussi nos conseillers. Parce que sur certaines choses, ils auront un angle de vue différent du nôtre et ils pourront nous apprendre. Donc, nous devons faire de nos amis à ce jour. Parce que j'entends souvent des parents dire que non, je ne peux rien faire avec mes enfants. C'est les enfants. Je ne peux pas être dans un milieu où mon enfant est. Non, quand il est adulte, il est adulte. Il est en âge d'aller créer un foyer. Ça veut dire qu'il peut répondre des mêmes choses que toi en tant que parent. Donc, il est malin de l'avoir comme un conseiller et vice-versa. Et là, il sera un confident pour nous. Nous avons dit qu'il faut susciter la passion. Sylvie a évoqué l'intéressement pour créer la passion. C'est des points essentiels. Il faut valoriser l'enfant. Alors, je voudrais passer la main à Bossis pour son intervention. Merci Serge, vraiment de me passer la parole. Je remercie d'abord tous les panélistes pour leur brillant exposé. Vraiment, c'était enrichissant. Et ça, on en a besoin. Si je veux te renchérir par rapport au propos de Dr Procam, je voulais simplement dire une chose. Il y a 20 ans, si on avait su, oui, peut-être qu'on aurait fait beaucoup mieux. Mais rappelons-nous qu'on est en permanence avec des enfants. Si ce n'est pas nos neveux, c'est nos cousins. Si ce n'est pas nos cousins, c'est nos petits-enfants. Bien Et sûr. ça, il faut se mettre à l'idée qu'en permanence, on sera dans ce processus-là. Donc, ça ne finira pas. Même pour eux qui trouvent que tous les enfants sont déjà partis, sûrement qu'il pourrait arriver un moment où il va se retrouver avec un petit enfant qui va recommencer parce qu'on ne sait jamais. Donc, retenons que cet exposé restera toujours d'actualité. Ça, il faut le savoir. Revenu sur la formation de la personnalité ou de la constitution de la personnalité de l'enfant. Comme vient de le dire ma consoeur Sylvie, l'enfant commence à asseoir sa personnalité dès l'âge de 2 ans. Il n'est même pas encore la maternelle. Il nous appartient de canaliser. Rassurez-vous à tout moment qu'à un moment donné, l'enfant est, comment je vais dire, l'enfant n'a en tête que le non. Tout ce que vous lui faites, il vous dit non. Alors, derrière son non, il réside, n'est-ce pas, l'intégration de sa personnalité. Si vous le laissez dans son nom, ça veut dire que dans le conflit interpersonnel, cet enfant va vous damer le pion sur le plan de l'imposition de ses idées. C'est là où je corrobore en disant le nom d'un enfant, quel que soit l'âge, ne doit pas être forcément une réprimande. On l'a si bien dit, il faut savoir l'écouter. Son nom a forcément un sens qu'il faut comprendre avant de combattre s'il y a lieu. Et pour revenir à Serge tout à l'heure qui a parlé des enfants têtus, je suis ravi qu'il soit passé par le terme un enfant têtu, c'est pas toujours mauvais. Ce n'est même jamais mauvais. Un enfant têtu, c'est un enfant qui veut imposer son point de vue. Qui veut imposer son point de vue parce que sa personnalité prend de l'ampleur. Alors, l'écouter, je reviens, l'écouter, le comprendre, permet d'orienter et de canaliser la forte personnalité qu'il est en train d'installer en lui, dans, n'est-ce pas, dans
son insertion sociale. Et quand on parle d'insertion sociale, c'est pas seulement quand l'enfant commence à travailler. Non, l'insertion sociale commence à la maison, avec le voisinage, après à l'école, avec les amis, les enseignants, l'administration, et après dans le monde professionnel. Donc, comme tu l'as si bien dit, vraiment, j'adhère entièrement que un enfant qui naît à 5 à oui, est voué à se perdre. Parce qu'il sera tellement dans le déni oui, qu'il entrera même dans des situations qu'il ne pourra plus même contrôler. Ça, c'est un peu ce que je voulais apporter comme contribution, n'est-ce pas, dans l'exposé qui a été fait. Mais je rassure que j'ai été ravi de suivre ces exposés qui ont été brillamment, n'est-ce pas, présentés. Bravo au panel. Je vous remercie. Merci, Bossis. Alors, je vois la main d'Edith levée, mais François voudrait intervenir avant. François, active le micro. Le micro n'est pas activé. Mais tu peux venir parler ici aussi. Hein. J'espère que vous m'entendez. Bien, voilà, j'espère que l'on m'entend. Et parce que l'on m'entend, je voudrais dire quelque chose de très important sur les propos de Bossis. Appareillage de vision de monde, son appareillage de perception personnelle de la réalité et de son environnement. Ce que je retiens avec fermeté dans le propos de Bossis, c'est le processus d'individuation qui reflète la personnalité et l'individualité du sujet. Nous sommes chacun un être indivisible, parce que notre personnalité est unique, singulière et irremplaçable. Et c'est justement en rapport avec cette pluralité de personnalités que le monde peut avoir un sens. Nous ne pouvons pas être unilatéralement en train de penser, faire, exécuter les mêmes choses. Sur ce point précis, vraiment, je voudrais dire très sincèrement merci à Bossis, mais je voudrais également lui faire la suggestion de comprendre que malgré tout, le parent reste parent parce qu'il doit encadrer. Il doit encadrer, il ne peut pas baisser les bras malgré la détresse de l'enfant. Il doit toujours faire des propositions, éviter seulement la violence pour y arriver. Bon, à présent, je crois qu'il est souhaitable que nous passions la parole à Edith Laure, qui ne manque pas de soulever la main pour sa contribution et peut-être même aussi à nous faire nous poser des questions ou même des critiques. Voilà. Edith, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je remercie beaucoup les panélistes pour la présentation qu'ils nous ont faite ce soir. Et ce que je voudrais dire, c'est toutes les interventions qui ont été faites jusqu'ici ont bien montré que nous sommes les parents et nos enfants font ce qu'ils nous font voir. Enfin, ils font ce qu'ils nous voient faire, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour l'insertion professionnelle, parfois, il faudrait que nous aussi, on soit conscients du fait que c'est ce que l'enfant
c'est en fonction de comment l'enfant nous voit vivre notre métier, notre travail chaque jour, qu'il peut avoir envie lui aussi de travailler. Parce que, comme Dr. l'a dit, si on l'avait su plus tôt, peut-être qu'on aurait changé la façon de faire les choses. Par exemple, aujourd'hui, il est très difficile. C'est vrai que les conditions de la vie font que c'est difficile pour un parent de partager son métier avec son enfant. Quand vous regardez, par exemple, dans les entreprises en Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes entreprises, les multinationales, sont à la base des entreprises familiales. Et dans les entreprises familiales, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, dès son jeune âge, baigne dans l'environnement de l'entreprise. Il fait toutes les tâches, des plus petites jusqu'aux plus grandes. Et ça aide l'enfant parce que ça ouvre son esprit. Ça lui permet de comprendre un peu mieux la vie économique. Ça lui permet aussi de comprendre ce que ses parents font et même de se projeter plus tard. Alors, notre réalité est telle qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous, qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit patron, de partager notre travail avec nos enfants. Ce qui fait que de plus en plus, nos enfants n'ont pas de repères. Vous allez voir que la majorité de personnes, par exemple, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, comme on dit, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Mais la majorité des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont au moins un parent qu'ils ont vu se lancer dans l'entrepreneuriat, que le parent ait échoué ou pas. Donc, du coup, ça a développé chez cet enfant-là la capacité, il sait qu'il peut échouer et il ne va pas mourir. Il peut donc prendre des risques. Et c'est la même chose, vous allez voir, même dans les métiers de la fonction publique. Il y a des familles ici, vous allez voir, on est dans l'armée de père en fils. On est dans la magistrature de père en fils. Parce que dans ces familles-là, très tôt, l'enfant a pris le rythme, la mesure du métier de ses parents. Donc peut-être, moi, c'est une réflexion. Peut-être qu'un moyen de favoriser l'insertion de nos enfants, ce serait de les impliquer davantage dans ce que nous faisons. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que pour l'insertion, il faut qu'ils aillent en stage. Vous voulez qu'ils aillent en stage chez qui? S'ils ne savent même pas déjà comment est-ce que leurs parents travaillent. Vous envoyez un enfant en stage alors que vous travaillez dans une entreprise. Peut-être vous avez des jours, des pauses, des week-ends où vous travaillez au bureau, mais jamais on ne verra votre fils ni votre fille venir s'asseoir là pour voir ce que vous faites. Tout simplement parce que nous, les parents, on a toujours pensé que notre travail est séparé de notre vie de famille, de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Donc aujourd'hui, ça devient vraiment important de savoir intégrer l'enfant dans notre vie professionnelle, de manière à ce qu'il voit. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, quand on fait quelque chose avec passion, on le fait bien, on le fait longtemps. Et si un enfant voit que son père, sa mère fait quelque chose avec passion, ça va aussi développer chez lui la passion, même si ce n'est pas pour la même chose. Mais il saura que oui, je peux vivre de ma passion, même si je ne suis pas riche. Mais je peux vivre de ça. Donc, c'est un peu ma modeste contribution à notre débat de ce soir. Merci. Merci infiniment, Madame Pokam, vraiment pour cette contribution décisive. Il faut retenir ici que nous devons cultiver chez nos enfants la passion de ce que nous faisons pour qu'eux-mêmes deviennent passionnés de ce qu'ils font, de ce qu'ils feront ou du choix qu'ils feront dans leur vie. Vraiment, ce que tu as dit nous va dans le profond de l'intelligence, le profond du cœur, et tu peux être assuré que nous avons reçu, en tout cas à notre niveau ici, cette contribution avec beaucoup d'intérêt. À présent, je crois qu'il convient de passer la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que Serge me suit? Oui, je pense que nous avons vers la fin. Je vois que de main levée, nous avons l'habitude largement dépassé le temps qui était imparti à cette présentation. Je vais passer la main à Alexis afin qu'il puisse conclure. Alexis, s'il est installé, c'est un plaisir en tout cas. Et j'imagine que c'est un thème qui se veut continuer.
y a plusieurs points duquel on pourrait développer davantage. Quelqu'un a fait savoir, nos enfants sont quasiment dans la vie active. Bon, pour certains comme moi aussi, on a encore des bébés, hein. Mais pour d'autres, on a autant de bébés que ceux qui sont quasiment à la porte du travail, à l'entrée du travail. Et ça appelle à d'autres types de compétences qu'on pourrait davantage développer. Alexis? Merci. Nous allons remercier tous les amicalistes qui ont contribué pour enrichir davantage ce thème. On comprend que ce thème était digne de beaucoup d'intérêt et on remercie ceux qui avaient eu l'audace de le choisir et de l'insérer dans les articulations de notre semaine culturelle. Ceci dit donc, demain, on va continuer pour terminer avec les thèmes en ligne. Ça sera les bienfaits du sport. Thème qui sera développé par M. Camden de Château-Baudelaire avec Josiane Nubissier, si elle est disponible. Bon, il faudrait aussi qu'on dise en passant que ceux qui doivent passer le vendredi 20 mai dans le cadre du karaoké pour l'animation, on espère qu'ils sont en train de s'entraîner et qu'ils pensent à s'inscrire et d'indiquer le morceau. Il ne faudrait pas que ce soit au moment où on va passer le karaoké qu'on se rende compte que le morceau n'est pas disponible que le DJ. Et on espère que les uns et les autres ont déjà bien repassé. Hein, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles tenues, qu'ils ont bien repassé leur tenue, qu'ils sont entraînés au-delà du sport de dimanche passé, pour que vendredi soit une fête, pour que le 20 mai, notre soirée de gala soit une fête inoubliable. Encore une fois de plus, merci pour votre participation et bonne nuit à tous. Rendez-vous donc demain. Merci. On applaudit. Merci. Bravo pour les autres. Oui. Formidable. Bravo. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Merci. Bye Dion, bye Tamis. C'est tout à bon. Bye bye. Ma petite Guinness qu'on peut aider avec. Merci. Oh, merci d'avoir participé. Le temps est arrivé où